Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce premier week-end du mois de novembre. Un large volet de ce journal sera consacré à l'actualité sportive. Veillée de match pour l'AS Monaco FC qui se rend dimanche à Reims, mais aussi pour la Roca Team qui, tout juste rentrée d'Athènes où elle s'est inclinée face à l'Olympiakos, s'apprête à affronter Bourg-en-Bresse en championnat de Betclic Elite. Il va du vert à l'orange et est au service des consommateurs pour les aider dans la jungle des produits alimentaires transformés dans les magasins. Le Nutri-Score, un précieux indicateur dont la nutritionniste Véronique Liès nous livrera le mode d'emploi dans ce journal. La valeur nutritionnelle des aliments n'était pas autant scrutée à cette époque-là. Les élèves du lycée technique et hôtelier viennent de servir à quelques privilégiés un repas tel qu'il se composait à l'époque du prince Albert Ier, une sympathique opération qui fait écho aux commémorations du centenaire de la mort du trisaïeul du prince Albert II. Reportage à suivre. L'Institut audiovisuel poursuit sa série de projections. Mardi 9 novembre, place à un monstre sacré du cinéma. Orson Welles et le film Vérités et mensonges, un film restauré de 1973 que nous présenterons le directeur de l'Institut Vincent Vatrican et Fabien Bonilla. Mais tout de suite, pour débuter ce journal, un point sur la COP26 qui se poursuit jusqu'au 12 novembre à Glasgow et à laquelle assiste une équipe de négociateurs de Monaco. Bonsoir Frédéric Hélion. Bonsoir Patricia. Monaco participait aujourd'hui au processus d'évaluation multilatérale de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui se tenait dans le cadre de la COP26 à Glasgow. Une délégation de la direction de l'environnement a présenté aux 197 pays membres de la Convention cadre les moyens mis en œuvre par la principauté et les progrès déjà réalisés en vue d'atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis ce rappel en matière de vaccination, Frédéric. Le gouvernement ouvre la 3e dose pour les monégasques et résidents âgés de 65 ans et plus, ainsi qu'aux professionnels de santé vaccinés depuis plus de 6 mois. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur le site covid19.mc ou par téléphone au 92 05 55 00. Ils ont fleuri un peu partout sur les emballages des produits alimentaires que l'on trouve dans les rayons des grandes surfaces notamment. Les Nutri-Score sont là pour nous guider dans nos achats et pour nous permettre de trouver le produit le meilleur pour notre santé. Pour y voir plus clair, nous avons décidé de faire appel à une nutritionniste. Bonsoir Véronique Liès. Bonsoir. Avant d'aller plus en avant, qu'est-ce que le Nutri-Score ? Alors, le Nutri-Score, c'est un logo qui est apposé sur certains aliments, puisque ce n'est pas obligatoire, donc pas sur tous les aliments, sur la face avant de l'emballage, et qui permet très visuellement et rapidement de se faire une idée de la qualité nutritionnelle des aliments. Mais comment est-il calculé ? Alors, il est calculé de façon, d'une part, positive, à savoir, ils vont tenir compte, par exemple, de la quantité en fibres, en protéines, en huile de colza, en huile de noix. Donc, il y a comme ça toute une série de critères positifs qui font gagner des points. Et puis, il y a des critères qui font perdre des points, comme, par exemple, la teneur en sel, la teneur en sucre, en énergie, donc en calories ou en graisses saturées. Vous l'avez dit, c'est très pratique visuellement parlant, mais pas seulement bien sûr. Comment bien l'utiliser ce Nutri-Score ? C'est très visuel, donc vous avez des couleurs qui vont du vert foncé à l'orange foncé. Le vert foncé, vous l'aurez compris, étant plutôt favorable et l'orange foncé plutôt défavorable. Et c'est associé à des lettres qui vont de A à E. Donc c'est très rapide, c'est très facile. Maintenant, évidemment, comme c'est facile et rapide, il y a des petites choses qui peuvent échapper. Donc, si on veut être tout à fait complet, on peut également regarder la liste des ingrédients pour se faire une idée exacte de la qualité de l'aliment. Mais Véronique, on ne parle pas uniquement de régime là. Alors, bien évidemment, cela y contribue, forcément, mais cela s'adapte à plusieurs profils et plusieurs projets personnels différents en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Alors, bien entendu, par principe, une huile est riche en graisse, donc on va évidemment retrouver des scores qui ne sont pas toujours très favorables. L'idée, c'est vraiment de comparer des familles d'aliments
entre eux. On ne va pas comparer un jambon avec une bouteille d'huile, par exemple, ça n'aurait pas de sens. Donc c'est vraiment un score qu'il faut utiliser pour comparer les familles d'aliments. Donc par exemple, si vous souhaitez acheter des céréales petit déjeuner, eh bien vous allez pouvoir comparer toutes les céréales et plutôt porter votre choix sur une lettre A bien verte. Mais selon notre profil, alors pour une personne qui veut faire un régime, pour une personne qui veut gagner de la masse musculaire, pour une personne qui est un sportif au long cours, il faut regarder ce Nutri-Score chacun avec un regard différent ? Je ne dirais pas ça parce que, comme je l'ai dit, le but c'est d'aller vite, c'est d'être simple. Et bien entendu, quelqu'un qui aura besoin d'un petit peu plus de protéines, c'est pas une information qu'il va retrouver avec le Nutri-Score. Donc c'est vraiment le but, c'est d'avoir une information rapide sur la qualité nutritionnelle générale, mais on va par exemple pas pouvoir se faire une idée des allergènes ou de la présence d'additifs. Et puis, il faut préciser aussi que l'équilibre alimentaire se construit sur une journée et pas sur la consommation d'un seul produit, bien sûr. Mais ce qui peut être aussi surprenant, c'est que l'on peut trouver des frites au rayon surgelé qui sont dans une case verte. C'est vrai, et c'est pour ça que je dis qu'il est perfectible. Malheureusement, les sociétés agroalimentaires ont trouvé les petits trucs et astuces pour améliorer le score. Et donc, parfois, il faut être malgré tout vigilant. Lorsque vous parlez du Nutri-Score à vos patients, c'est quelque chose qui est en vogue actuellement ? Oui, en général, le public est bien informé du Nutri-Score. Il faut dire qu'il est très bien placé sur les emballages puisqu'il est sur la face avant et donc il se voit évidemment très bien et il se lit aussi beaucoup plus facilement qu'une liste d'ingrédients. La nutrition, c'est tout un apprentissage. Il est important de familiariser certainement les enfants à ce réflexe Nutri-Score aussi. Ah, ça commence très jeune, vous avez tout à fait raison de le dire. L'éducation nutritionnelle devrait se faire vraiment déjà chez les tout petits. Et finalement, ces couleurs, ça permet quand même de pouvoir se faire une idée dès le plus jeune âge. Il y a aussi des applications comme Yuka, par exemple, dans un autre registre. Est-ce que cela ne fait pas tout de même beaucoup d'informations pour le consommateur maintenant ? Je ne pense pas, je pense que les choses se recoupent un petit peu. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas passer sa vie non plus au supermarché à comparer tous les scores nutritionnels, sinon ça prendrait évidemment beaucoup de temps. Véronique Liès, merci pour cet éclairage sur le Nutri-Score que l'on voit fleurir un peu partout sur les emballages dans les magasins. Merci. Restons dans le domaine des plaisirs de la table. Crème d'asperges, foie gras, filet de bœuf, marquise chocolat. Nul besoin des Nutri-Score pour savoir qu'il s'agit de délicieuses préparations et qui étaient des mets particulièrement appréciés à l'époque du prince Albert Ier. Dans le cadre des festivités destinées à commémorer son décès il y a 100 ans, les élèves du lycée technique et hôtelier ont été amenés à préparer un repas d'époque. Le reportage de Vanessa Dessy. Il s'agit d'un moment de convivialité autour de plats que le prince Albert Ier aimait à déguster au Palais Princier. Dans le cadre des commémorations du centenaire de sa disparition, des élèves du lycée technique et hôtelier ont mis en œuvre un projet pédagogique dédié à la gastronomie pour lequel le prince Albert Ier témoignait un vif intérêt. Les enseignants se sont impliqués avec les classes, et notamment aujourd'hui avec une classe de première année bac professionnel, pour réaliser un menu comme au palais, de la vie de tous les jours, avec des recettes issues des archives que nous ont laissées les grands chefs qui ont été au service d'Albert Ier. De l'entrée au dessert, le menu a été élaboré avec précision. Le chef Brunner, à la tête des cuisines du Palais Princier pendant près de 20 ans, a pu apporter son expérience. On a fait donc une royale foie gras qui est une espèce de flan au foie gras, donc très doux. Et dessus, on va y poser un velouté d'asperges. Le premier plat réellement, c'est donc un filet de bœuf à la Renaissance. On va donc faire un assortiment de légumes et on va les dresser sur une assiette. On va alterner les couleurs de tous ces légumes. Là-dessus, on va donc faire notre filet de bœuf qui sera sauté avec une sauce au Porto, c'est-à-dire réduction, échalote, Porto, un fond brun. Extrêmement motivés, les élèves ont accompli un travail de fond sur le prince Albert Ier.
Les professeurs nous ont donné un menu et il a l'air plutôt pas mal et on est content du travail qu'on a fourni. C'est un peu compliqué mais ça va. On est tous arrivés dans la globalité de la classe, donc ça s'est bien passé. Une exposition au sein même du restaurant d'application Le Cordon d'Or sera prochainement à découvrir. Issue d'archives du Palais Princier, les photographies dévoileront la gastronomie au temps du prince Albert Ier. Nous sommes allés voir l'exposition donc à la Galerie des Pêcheurs, donc une exposition sur notre Altesse Sérénissime Albert Ier. Et donc grâce à cela, ça nous a donné des idées donc, pour mettre au sein même du restaurant une galerie photographique. Ce déjeuner était le premier d'une longue série. Le Cordon d'Or proposera d'autres menus en l'honneur du prince Albert Ier. Et le prochain événement qui s'inscrit dans le cadre des commémorations Albert Ier, eh bien ce sera un happy hour musical proposé par le Quatuor Monoïkos le 10 novembre à l'auditorium Régnier 3 à 18h30. Ouvrons une page sportive avec tout d'abord le match qui opposait hier soir la Roca Team à l'Olympiakos Le Pirée. Une soirée à vite oubliée. Les basketteurs monégasques se sont inclinés 86-65. Frédéric Elion nous résume le match. Sur un nuage, après 2 victoires de prestige la semaine dernière, la Roca Team est redescendue sur terre hier soir avec une défaite de 21 points en Grèce sur le parquet de l'Olympiakos. Dans le premier quart-temps, Monaco joue comme dans un rêve. Alpha Diallo met les siens sur les bons rails avec 8 points rapides. L'adresse est démoniaque à 3 points, 4 sur 6 en 10 minutes. Andouzic, Mike James du logo, ça tombe dedans de tous les côtés. Ajoutez à cela beaucoup de points marqués sur transition, plus 10 à la fin du premier quart-temps, 27-17 Monaco. Oh la passe de Dwayne Bacon! Sur ce dunk de Dante Hall, les joueurs de coach Mitrovic passent à plus 12, plus gros écart du match. L'Olympiakos commence alors à hausser le ton en défense. Un premier run de 7-0 avec Sloukas et Livio Jean-Charles. Et voilà les Grecs de retour dans le match. Monaco force en attaque et joue moins collectif, mais reste devant à la mi-temps, 38-35. Andouzic, 11 points au final, score d'entrée derrière l'arc. Mais le match commence à tourner. L'Olympiakos passe devant pour la première fois du match grâce à un Tyler Dorsey bouillant en deuxième mi-temps. Athènes passe un 16-2 et commence à prendre ses distances, 51-43. Ouattara dans son spot à 3 points, éteint un peu l'incendie. Rob Gray met dedans à 3 points avec la faute. En 2 actions, Monaco relance tout et recolle à -3 avant de prendre un 31-13 en 12 minutes. Livio Jean-Charles, 18 points à 7 sur 9 au tir, fait mal à l'intérieur. Tyler Dorsey, 18 points, fait lui des ravages en périphérie. La Roca Team est submergée dans le dernier quart-temps avec cette séquence qui résume tout. Un premier tir raté à 3 points, rebond offensif, nouvelle tentative, encore une deuxième chance. Le troisième est dedans, l'Olympiakos déroule sur la fin et l'emporte de 21 points, 86-65. Et au classement de l'Euroleague, Monaco occupe la 8e place, un classement dominé par Milan en tête et l'Olympiakos derrière en embuscade. Parlons encore sport collectif avec du football à présent. Frédéric, veillée d'armes pour l'ASM-FC avant d'aller affronter Reims dimanche après-midi lors de la 13e journée de Ligue 1. Après un match nul 0-0 jeudi soir à domicile face au PSV Eindhoven en Ligue Europa, Monaco se replonge dans le marathon de la Ligue 1 avec un déplacement en Champagne dimanche. Reims, 17e au classement, est en plein doute avec 3 défaites et un nul sur les 4 dernières rencontres. Monaco, de son côté, doit se racheter après la défaite 2-0 à Brest. For sure, it's always difficult to play against a deep block. We don't know exactly how the opponent going to play, but for me, it's important to show much more intensity. So I can accept technically mistakes, tactically mistakes when the opponent is good. But for me, it's important that the attitude, the passion, is there. So this is what wasn't good enough in the last 2 games against Brest and also against Eindhoven. So this is the minimum I can expect. Et en cas de succès, Monaco pourrait se rapprocher du top 5, Patricia. Et cette information pour le prochain Grand Prix de Formule 1.
J-10 avant l'ouverture de la billetterie officielle du 79e Grand Prix de Monaco de Formule 1 et gros changement pour cette future édition. L'épreuve se déroulera sur 3 jours du 26 au 29 mai, les vendredis, samedis et dimanches et non plus sur 4 comme depuis 1950. La billetterie sera donc ouverte le 15 novembre, date également du début de la vente de billets du 13e Grand Prix de Monaco historique. Rendez-vous sur la page Facebook de l'ACM pour plus d'informations. Voilà pour ces informations pratiques. Une date encore à retenir, le 9 novembre à 20 h, la projection de l'Institut national de l'audiovisuel, projection du film Vérités et mensonges d'Orson Welles. Pour nous en parler, le duo Vincent Vatrican, Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, nous allons parler du film Vérité et mensonges d'Orson Welles. C'est un film d'Orson Welles que j'aime beaucoup, qui constitue son grand retour au cinéma. Il n'a pas tourné depuis Falstaff, donc plus de 15 ans. Il a tourné des petites choses pour la télévision. C'est une époque où il a beaucoup de projets qui n'aboutissent pas. Enfin, il en a un. Qui est bien particulier puisque c'est un vrai faux documentaire. Point de départ, un documentaire que François Reichenbach, qui est un grand documentariste français, veut lui consacrer. Et très vite, Orson Welles détourne le documentaire de départ en disant à François Reichenbach « Tout ce que tu as tourné, tes rushs, tu me les donnes, et moi je vais faire un documentaire qui va justement essayer de montrer, de faire dire à ces images le vrai ou le faux autour de personnalités qui ont gravité dans le milieu artistique. » Et qui sont des imposteurs. Et qui sont des imposteurs, notamment un qui s'appelle Elmire de Hory. Mais est-ce vraiment son nom? Qui est un vrai faussaire qui aurait réussi à imiter des toiles de grands maîtres en se vantant, face caméra, de les avoir vendues à des grands musées. Et partant de là, Orson Welles essaye de montrer ou de démontrer en quoi le cinéma peut essayer de faire dire la vérité alors même que par définition, le cinéma, c'est l'art du mensonge. Mais vous avez dit en introduction que c'était un vrai faux documentaire. C'est un vrai ou un faux documentaire? Parce que ce sont des personnages existants. Tout à fait. C'est là que le film est vertigineux. C'est que qu'est-ce que Welles a véritablement tourné comme image, puisque Welles est souvent face caméra, donc probablement Reichenbach, mais rien ne permet de l'attester. Les images ont-elles été tournées dans la continuité? Voilà, ça soulève un certain nombre de questions et c'est aussi un grand film de cinéma dans la mesure où le cinéma est un art du montage. Et là, c'est sans doute un des films où l'art du montage chez Welles s'exprime de manière exceptionnelle. Allez voir Vérité et mensonges d'Orson Welles. Merci Vincent Vatrican. Merci Fabien. Movie, his profession, it's true, is painting fakes. Among all fakers, Elmire is number 2. That man's name was Clifford Irving. The important distinction to make when you're talking about the genuine quality of a painting is not so much whether it's a real painting or a fake. It's whether it's a good fake or a bad fake. Vérités et mensonges donc d'Orson Welles le 9 novembre à 20 h au Théâtre des Variétés. Les prévisions météo enfin pour la journée de dimanche, Frédéric. La journée sera coupée en deux, Patricia, avec une matinée ensoleillée. Une bonne nouvelle pour les coureurs du Cross du Larvoto. Puis l'après-midi, le temps se couvrira avec un risque d'averse pour toute la deuxième partie de journée. Les températures seront comprises entre 11 et 19 degrés dimanche 7 novembre. Nous fêterons les Carines.
Et oui, la trêve météo a été de courte durée puisque le temps va commencer à se dégrader dès demain, mais elle a donné lieu, vous allez le voir avec les photos de fin de journal, à une véritable petite journée d'été en plein automne aujourd'hui. Les rayons du soleil ont été particulièrement appréciés, comme a pu le constater le photographe Stéphane Nana. Je vous retrouverai demain à 20 h pour le best-of de la semaine. D'ici là, passez une très belle soirée.